Et nous attendons le conférencier principal, le docteur Guy Bernard Cadière, qui va régulièrement à l'hôpital de Panzi à Bukavu pour aider le docteur Mukwege à réparer les femmes. Il va vous expliquer tout ça et c'est assez prenant, si je puis dire. Ah oui, moi je suis le scénariste du bouquin que vous avez lu, mais je n'ai fait que répéter ce qu'on m'a raconté sur place. Enfin non, pas sur place, parce que mon ami Christophe, lui, est allé sur place. Il a eu l'occasion de le faire et il vous en parlera, je crois, avec beaucoup d'émotion. Guibert, où es-tu? Donc tu vas parler. Bonsoir à tous, en tout cas je suis super ravi de voir qu'il y a moyen de remplir une salle avec un sujet aussi dramatique et tragique. Et il y a plusieurs mois, je dirais même années, j'ai rencontré le docteur Cadière, qui était un lecteur de bande dessinée à mes yeux, comme j'en ai tous les jours dans ma librairie. Et pour avoir petit à petit noué des liens, je dirais, de sympathie, amicaux avec lui, j'ai découvert que derrière l'image de ce cycliste de la place Flagey, il y avait une personne tout à fait hors du commun. Donc c'est grâce à lui qu'on est tous ici. Et je pense que le mieux pour commencer notre petite conférence, c'est de tout simplement essayer de comprendre quel est le lien entre cette bande dessinée qui a été incroyablement mise en lumière et dessinée par M. Simon et la personne idéale pour pouvoir lancer cette petite conférence, c'est le docteur Cadière. Effectivement, j'aime la BD et j'ai eu la chance de rencontrer Frédéric à la librairie Bruxelles à la place Flagey. Et j'ai aussi eu la chance de rencontrer Jean, qui va vous dire que c'est à cause de son dentiste, enfin toujours la même histoire, hein, et qu'il avait du coltan dans la bouche, donc ça tu n'oublieras pas de répéter. Et donc, je lui ai expliqué la situation qu'il y avait dans l'est du Congo, au Kivu, et je lui ai dit qu'avec sa renommée, avec son talent, il allait pouvoir être une caisse de résonance magnifique pour parler des gens sans voix qui se trouvent dans l'est du Congo. Et ce que je lui ai raconté, je vais vous le raconter maintenant. La seule chose, c'est que ce ne sera pas facile tout le temps. Donc, je vous préviendrai s'il y a des choses qui sont un peu difficiles à regarder. On y va.
Karibia magharibi saa 10 wakiwa tushambulia watoto kushangilia hivi, wakaanza wanawakatakata na mipanga na mababu, ndio wakaninyilia kuchumba, nilikimbiliaka wakanibaka. Watano wote ndio walinipitaka mie, walinibakaka na wakachoma nyumba yote. Alors, cette femme, elle vit dans l'est du Congo. Dans cette région est apparue une nouvelle pathologie qui n'a d'ailleurs pas de mot dans la langue locale parce que ça n'existait pas. C'est le viol avec extrême violence utilisé comme stratégie de guerre. Le Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, c'est l'une des plus grandes réserves de minerais et de minerais précieux dans le monde, qui comprend l'or, le diamant, le coltan. Et en fait, loin d'être une manne pour ses habitants, c'est une véritable malédiction qui attire toutes les convoitises, multinationales, pays avoisinants, élites locales, pouvoir occidental, tous maintiennent le chaos dans cette région. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent se servir dans cette bijouterie à ciel ouvert que de se présenter à un guichet avec des règles. Et donc, il y a des bandes rebelles qui dépendent de ces multinationales, qui dépendent de pays, enfin, et qui alors utilisent le viol avec extrême violence comme arme de guerre. Alors, les caractéristiques de ces viols, c'est qu'ils sont méthodiques, ce sont des viols collectifs et publics, où on pratique la torture et l'esclavage sexuel. Ce sont des viols massifs, c'est-à-dire qu'on ne fait pas, c'est pas des pulsions, c'est une stratégie systématique. Donc, ce sont des femmes du village entier, et ils sont violés en public. Donc, ça donne évidemment des victimes directes, celles qui sont violées, et puis le mari qui est censé protéger sa femme. Tout le monde, évidemment, ne sort pas indifférent de ces attaques, et c'est systématique, donc ça ne tient pas compte de l'âge ou du sexe. Et l'impact de ces viols, c'est le déplacement massif de la population, la réduction démographique, la destruction de l'économie, destruction du tissu social et de la vie familiale. Finalement, c'est le même impact qu'une guerre classique, mais évidemment à moindre coût. Alors, déplacement massif de la population, oui, parce que le viol est public, donc il y a une honte, une humiliation, une stigmatisation de la femme qui a été violée par la famille du mari. Donc il y a une recherche de l'anonymat, donc la personne se déplace. Elle quitte le village. Viol à répétition, donc donne une sensation d'insécurité. Forcément, la population essaie de trouver un endroit où elle est plus en sécurité. Viol avec torture, c'est traumatisant et on recherche un milieu moins traumatisant, donc on quitte le village. Réduction démographique, on détruit les organes génitaux d'une manière systématique, soit avec des machettes, soit en tirant une balle dans l'anus. Et donc, forcément, pour la femme, ça veut dire incapacité de se reproduire. Infection des maladies transmissibles, infection par le sida, qui entraîne une mort douce, puisque les médicaments sont beaucoup trop chers pour être utilisés par cette population, donc les gens meurent. Contamination par des maladies sexuellement transmissibles, et la caractéristique de ces maladies, ça entraîne des adhérences, et donc l'infertilité de la femme, qui ne peut pas donc avoir des enfants. Destruction de la capacité économique, l'incendie des villages entiers, l'incendie des pillages et des récoltes, pillage des ressources naturelles, pillage des biens privés, tout ça entraîne une extrême pauvreté puisque ces gens sont déjà les gens les plus pauvres de la planète. Destruction du tissu social, parce que le viol en public avec torture, évidemment, ça entre en public, ça donne une diminution de son estime de soi. Personne ne sort indifférent, je vous l'ai dit, les gens qui n'ont pas pu protéger ne se sentent pas très bien non plus. Perte de l'identité communautaire, puis il y a les enfants qui sont issus du viol, ce qu'on appelle les enfants serpents, et donc finalement il y a une perte totale de la cohésion sociale
au sein du village. S'il n'y a pas de cohésion sociale, impossibilité de s'organiser et donc impossibilité de résister face à l'attaquant. Et maintenant, les objectifs de ce viol, évidemment, c'est l'occupation territoriale. Et en fait, quand on regarde la carte où se trouvent les diamants, l'or, le coltan, la cassite, le manganèse, eh bien, on se rend compte que les conflits, vous pouvez les mapper complètement avec les endroits où il y a des minerais. Donc, l'objectif du viol, c'est, puisque les attaques sont essentiellement dans les zones minières, c'est vraiment le pillage des ressources naturelles. Et le docteur Mukwege, gynécologue, a fondé un hôpital au sud donc, du Kivu, à Bukavu. Et cet hôpital, nommé Panzi, était destiné à être une maternité parce que Denis Mukwege s'était rendu compte qu'à cause de l'extrême pauvreté et de l'insécurité, eh bien, la prise en charge obstétricale était vraiment nulle et donc il avait décidé de faire une maternité pour essayer d'enrayer ce chiffre effrayant qui est que pour 1000 naissances, 7 femmes meurent à l'accouchement. Ben, le problème, c'est que dès 1999, il opère une femme violée avec une extrême violence. Je pense qu'il a affaire à un fou, mais très vite, il saisit l'ampleur du phénomène et Panzi se transforme en centre spécialisé dans l'accueil des femmes violées, des survivantes, comme on les appelle, parce qu'il faut d'abord qu'elles arrivent à l'hôpital, et c'est pas simple. Et depuis, il a opéré plus de 45 000 victimes comme ça. Et en fait, en moyenne, il y a 10 femmes survivantes de violences sexuelles qui consultent à l'hôpital chaque jour. Et pour Denis, reconstruire l'appareil génital en surface est relativement facile. Évidemment, il a une grande expérience. Par contre, quand les lésions sont plus profondes, donc quand c'est superficiel, au niveau de l'orifice de l'anus ou au niveau de l'orifice du vagin, il peut entre les jambes soigner les jambes. Quand c'est plus profond, l'idéal c'est de venir par le ventre. Mais si on ouvre le ventre de ces femmes qui sont déjà mutilées, c'est extrêmement dangereux. Et à l'occasion d'un voyage en Belgique, Denis a visité notre service de chirurgie à l'hôpital Saint-Pierre, qui est spécialisé dans les techniques de laparoscopie, c'est-à-dire une technique où, en fait, au lieu de faire une grande incision du ventre, on fait des petites incisions, on introduit une caméra et on surveille ce qu'on fait grâce à une télévision. Et il s'était montré très très enthousiaste à cette technique en se disant que, au fond, du coup, on allait pouvoir, lui par le bas et moi par le haut, on allait pouvoir reconstruire le vagin, la vessie, le rectum, qui sont des cavités qui, quand elles sont comme ça complètement pulvérisées, du coup, les selles, les urines, tout passe par le vagin, et donc ces femmes n'ont absolument aucune continence, donc elles sont incontinentes, et donc l'odeur, etc., les empêche de vivre normalement. Et donc, notre challenge, parce que évidemment, quand il m'a expliqué ça, j'étais particulièrement enthousiaste, en plus j'étais tombé complètement sous le charme de Denis Mukwege, qui est une personne absolument extraordinaire. Et donc, nous sommes partis, 3 mois après cette discussion, à une dizaine, gastro-entérologues, chirurgiens. Et vous voyez, donc, Denis est entre les jambes, nous, on passe par le ventre, par des petites incisions, et on se rencontre au niveau du pelvis, et donc, à ce moment-là, on commence à reconstruire, je vous l'ai dit, le périnée. Et vous voyez ici, par exemple, cette femme qui avait reçu un pieu pour l'éventrer. Vous voyez que, évidemment, si on doit refaire une incision, c'est pas bien. Et les petits trous comme ça,
ça permet d'éviter que le post-opératoire soit compliqué. Et dès le début, dès les premières missions, on a eu un cas très très compliqué, puis finalement on a dû inventer. Le premier cas qu'on a fait, c'était une paysanne qui avait été donc allée à son champ, une cultivatrice, et donc elle était avec son ami, et une bande rebelle l'a attrapée, et en ont fait des esclaves sexuels, et donc elles étaient mises dans un puits au milieu du village. Bon, malheureusement, sa compagne est morte, et elle a été violée par un soldat ivre qui a complètement déchiré son périnée. Donc, du coup, elle avait des pertes de sel et d'urine, donc elle était plus consommable par les gens du village qui l'ont abandonnée. Et un des camions qui est une ambulance mobile qu'on envoie dans les villages, l'ont trouvée et l'ont ramenée donc à l'hôpital. Et en fait, donc voilà, ici on rentre un peu dans le hard. Donc en fait, il n'y avait plus aucune cloison entre le vagin et le rectum. Donc impossible, on ne voyait pas comment est-ce qu'on allait reconstruire. Donc quand on faisait un toucher rectal par l'anus, eh bien, on voyait le bout du doigt, donc c'était pas une fistule, c'était pas une communication, c'était absence totale de tissu. Vous voyez, le doigt introduit dans l'anus qu'on voit entièrement dans le vagin. Donc on a dû inventer des nouvelles techniques. Et donc ici en fait ce qu'on a fait, eh bien on a pris du côlon sain ici et qu'on a abaissé jusqu'en bas en le faisant passer au travers de l'anus. Et au fond, la paroi antérieure du rectum devenait la paroi postérieure du vagin. Et donc c'est exactement ce que vous voyez là. Donc ça c'est le vagin, ça c'est la paroi postérieure du vagin, et ça c'est le côlon sain qu'on a abaissé et qu'on a accroché à la cuisse. Et 12 jours plus tard, on a coupé ce qui dépassait, et en fait c'est une technique comme ça qu'on a inventée et qui n'existait nulle part ailleurs, en tout cas mobilisée par la paroscopie. Et donc voilà une autre jeune fille où c'est plus clair peut-être. Donc on coupe après 12 jours ce qui dépasse, et ça se rétracte, et puis 3 jours après, sans rien faire, eh bien on a finalement cosmétiquement un aspect qui est correct, et comme ce sont des jeunes femmes, eh bien, elles retrouvent leur continence, et les résultats étaient finalement bons, et donc nous avons publié ça dans des revues internationales pour essayer de sensibiliser à la fois la communauté scientifique et les pouvoirs politiques à ce qu'on était obligé de faire là-bas. Nous avons été aussi très fort interpellés par le problème des viols des enfants. Sasa ya pili ndio nikaharibika, nikaenda kwa hospitali, wakaisha nitosha mtoto anaisha kufa. Alors ici on donne des définitions du viol d'un enfant. C'est défini comme étant toute interaction ou contact avec un enfant dans le but d'une stimulation sexuelle ou d'une gratification de l'adulte, avec ou sans lésion génitale. Évidemment, là-bas, on n'en est pas là. C'est plutôt des viols qui nous obligent à opérer ces gens. Et là, je vais vous montrer des chiffres d'une publication qu'on a fait également dans l'International Journal of Gynecology and Obstetrics sur le traitement des petites filles de moins de 5 ans violées par des soldats.
Alors, 3457 femmes de janvier, enfin fillettes, de janvier 2004 à décembre 2014 ont été victimes de viol et ont été traitées à l'hôpital. C'est essentiellement des fillettes. 0,3% seulement étaient de sexe masculin. 205 enfants avaient moins de 5 ans, toutes de sexe féminin. Et là-dedans, 21 fillettes ont dû subir une intervention chirurgicale par la laparoscopie et donc ont dû attendre que nous venions faire les interventions. Et donc voilà comment c'est un gosse violé dont on doit opérer et qui sont obligés d'être opérés dans par... Donc c'est des abdomens comme ça, des petits abdomens comme ça, et on doit explorer et opérer avec des petites optiques, des optiques qu'on utilise en ORL pour les adultes, pour aller dans les oreilles. Et donc Denis, qui est un véritable virtuose pour la réparation de ces fistules, est de nouveau entre les jambes. Et donc vous voyez comment est-ce qu'on fonctionne avec ce petit système optique. Et alors maintenant, vous allez voir les lésions, ou ceux qui ne veulent pas les voir ne regardez pas, pour vous expliquer que nous on n'est pas dans la nuance de est-ce que le curé a touché l'enfant ou a fait des invitations. Voilà ce qu'on a, c'est-à-dire plus rien, plus d'anus, plus de vagin, un trou qui prolonge entre les deux jambes. Maintenant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que donc on a une technique de réparation. Et ces gosses sont tellement plastiques qu'en fait, on arrive à résoudre 100% des incontinences fécales et 80% des incontinences urinaires avec un résultat cosmétique qui est valable. Et évidemment, le jeune âge de ces gosses y est pour beaucoup. Et la conclusion de cette étude qu'on avait faite était que la fin de l'impunité et une organisation sanitaire cohérente permettrait une diminution du nombre de ces viols et une meilleure prise en charge. Ça paraît évident, mais c'était la conclusion d'un article scientifique. Et évidemment, l'autre conclusion était, si le traitement entraînait de bons résultats sur le plan physique, nous ne connaissons pas l'avenir sexuel, obstétrical et psychologique de ces pauvres patientes. Et au fond, voilà ce que nous espérons le lendemain quand on a opéré ces femmes qui ont toujours eu des pertes d'urine et de sel en continu. Ce qu'on a fait chez madame. Bien sûr, elles ont accepté d'être filmées. Hein. Chez elle, elle avait une fistule colon-vésicale. Oui. C'était juste le côlon qui a bougé directement dans la vessie. Alors, Suite d'ailleurs à un viol. Oui. Et donc c'était une fibrose entre le fond du vagin, Et la vessie et le côlon. Le côlon, au moins 35 cm. Voilà. Et ce qui était accolé au niveau de la vessie. Voilà. Et il y avait l'utérus aussi qui était empâté ou bien mélangé dans cette fibrose-là. D'accord. Alors on a pu décoller l'utérus. Okay. On a pu fermer le côlon et le séparer de la vessie. On a aussi pu fermer la vessie. Et voilà, on a... Et est-ce que la maman est sèche? Non. Pourquoi on a pu elle dit que ça va déjà et elle met des selles normalement. Par l'anus normalement. Et plus par la vessie? Non, plus par la vessie. Super, alors c'est réussi. Et donc, en fait, quand on a fini de reconstruire, pour nous c'est facile, ce n'est pas des médicaments qui donnent des résultats à 3 mois. On fait l'opération et dès le lendemain, pour la première fois, ces femmes, pour la première fois depuis 1 an, 5 ans, 7 ans, eh bien, elles se réveillent dans des draps secs. Et ça, quand ils disent les draps sont secs, ça veut dire que l'intervention a réussi. Alors, un petit mot sur l'évolution professionnelle du docteur Mukwege. Donc, il est d'abord gynécologue, puis il devient chirurgien, puis il en a marre d'opérer une patiente, puis sa fille, puis sa petite fille, et il commence à devenir militant des droits de l'homme. Il attrape une renommée
international auprès des universités, qui lui donnent des prix honoris causa, et qui après, ces mêmes universités interpellent le pouvoir politique et disent, voilà, il faut aider cette personne, il est récompensé partout, surtout qu'il ne se contente pas de réparer les femmes sur le plan chirurgical, il les prend en charge d'une manière globale. Il œuvre à leur réinsertion économique, socio-économique, il fait l'assistance psychologique et l'assistance judiciaire et juridique. Donc le traitement médical, je vous en ai parlé. L'assistance psychologique, c'est des thérapies pour les victimes. C'est principalement, on leur demande de danser. Et, enfin bon, ils ont une technique tout à fait à eux, qui est très très efficace. Réinsertion socio-économique, ils font les études de marché pour étudier les besoins économiques prioritaires. Et ils essayent, par exemple, s'il faut des moustiquaires, bon, ils font des ateliers de moustiquaires, ils organisent des marchés locaux pour vendre les sacs qui sont tissés par ces femmes. Assistance juridique, ils expliquent à ces femmes qu'elles ne sont pas coupables, comme elles le croient, mais qu'au contraire, elles sont victimes et qu'elles peuvent porter plainte, et ils assument financièrement les conseils d'avocats pour ces femmes. Et donc, en fait, on pourrait populariser le modèle de Panzi, où en fait, donc, la victime est prise en charge sur le plan médical, psychosocial, socio-économique, avec une assistance juridique, pour que ça devienne une survivante et qu'elle retrouve sa dignité. Je vous remercie. Bon, on va prendre un bon bol d'air là. Donc en fait, comme vous l'avez compris, on n'a pas vraiment affaire à un humain comme les autres. Et je pense que si on est tous là, ben finalement, c'est aussi grâce aux auteurs de bande dessinée. Parce qu'on reste un peu sans voix devant un exposé pareil, mais finalement, ceux qui font que nous sommes là ce soir, ce sont les auteurs. Et je pense que le mieux, c'est de leur passer la parole, notamment au dessinateur qui a été là-bas. Je pense qu'il a dû se prendre une très très grosse claque et que ça a dû le servir pour dessiner une histoire pareille. Bonsoir. Oui, mais la claque, là, je viens de la reprendre un petit peu aussi. Parce que, voilà, donc j'ai été contacté par Jean qui m'a demandé de dessiner cette histoire. Je connaissais déjà le travail du docteur Mukwege à travers le reportage de Kim Michel et Colin Brackman. Et donc, j'ai accompagné Hubert pendant 8 jours à Panzi. Et j'ai croisé le regard de ces femmes et de ces enfants. Et donc, on n'en revient pas indemne. Et puis, on a envie de partager ça et pour que ça s'arrête. Je suis un peu ému, excusez-moi. Je prends le relais. Il fonctionne ton micro ? Est-ce qu'il marche? Oui, il marche. Dans les images qu'il nous a montrées, Guibert, le témoignage de la première femme qu'on a vue, parce qu'il y a les viols, bien sûr, les mutilations, bien sûr, et c'est là où Mukwege et Kadir œuvrent, comme il vous l'a démontré. Mais vous qui êtes parents, grands-parents, quand vous entendez une femme qui, sur un ton monotone, vous parle des enfants, bébés, qui sont découpés devant elle à la machette, vous vous rendez compte que ce qui se passe au Kivu n'est vraiment pas normal. Tout ça pour l'appât de l'argent, du minerai, etc. J'ai lu récemment, il y a quelques jours d'ailleurs, parce qu'il y a eu quand même une enquête qui a été faite,
on parle de 342 bandes armées au Kivu. Sans autre, je dirais, dénomination. 342 bandes armées qui ravagent complètement ce pays. Quand Guibert m'a demandé, y a-t-il moyen de faire une bande dessinée pour un peu élargir le champ de la connaissance de cet horrible drame qui se passe au Kivu, c'était un peu compliqué. Vous avez vu les images qu'il vous a montrées, ça me paraît assez difficile d'en faire des dessins et de les montrer en bande dessinée. Ça n'était pas le but non plus. Je ne voulais pas non plus faire une histoire didactique expliquant. Pour ça, Colette Brackman, qui aimablement nous a fait un avant-propos qui vous résume un petit peu la situation d'Afrique centrale, du Congo, du Rwanda et des pays avoisinants, c'était pas le but non plus. Donc j'ai choisi d'y mettre une fiction avec comme arrière-plan la réalité. On pourra me le reprocher parce que je m'éloigne un petit peu du sujet principal à cause de cette fiction qui est d'un romantisme parallèle. Mais je ne voyais pas comment véritablement montrer, expliquer en bande dessinée ce que le docteur Cadière vous a montré. Et j'espère que par ce biais, je dirais, de fiction sur fond de réalité, de nombreuses personnes vont être au courant, tout simplement, de quelque chose dont on ne parle jamais. On vous parle de la Syrie tous les jours, on vous parle du Yémen toutes les semaines, on vous parle de l'Irak, on vous parle de Liban, on vous parle d'horreurs qui se passent ailleurs. Le Kivu, on n'en parle pratiquement jamais. Ou alors je me trompe. Mais on n'en parle pratiquement jamais. Or, c'est une horreur qui se passe là. C'est une horreur dont les multinationales qui achètent ce fameux coltan. Pourquoi ce coltan est-il précieux? Je vous le dis en deux mots, je l'explique dans la bande dessinée, mais je vous le dis en deux mots. Le coltan est un aggloméré de deux minerais, la colombite et le tantalium dont on sort le tantal. La colombite qui se dérive en niobium concerne, je dirais, l'industrie de l'acier, puisque mélangé à l'acier, il rend l'acier plus léger et plus résistant. C'est une autre industrie. Et le tantal, que ceux qui ont des implants ont dans la bouche, comme moi, hein, bon, on l'a dit, le tantal est un minerai extraordinairement précieux parce que, il est un excellent conducteur électrique. 2, il est totalement je ne vais pas dire corruptible, enfin incorrosible, c'est-à-dire il n'est absolument pas atteint par la corrosion. Donc, pour les petits, je dirais, les petites plaquettes qui se trouvent dans vos portables, il est essentiel. Un anonyme a dit, je l'ai lu quelque part, je ne sais plus où, chaque fois que j'ouvre mon portable, un enfant se fait violer au Kivu. C'est vrai, évidemment. Donc, on a choisi cette fiction sur fond de réalité que Christophe a très bien su rendre grâce à son séjour là-bas. Je vous dis tout de suite, il en est revenu un peu traumatisé. C'était le but de ce c'était le but de ce traumatisme est né un dessin fort, vigoureux et terriblement réel. Donc, voilà. Que va-t-il maintenant se passer quand plus de personnes seront au courant de ce qui se passe au Kivu? Je n'en sais rien. Le gouvernement, le Congo dit démocratique, la République démocratique du Congo,
Que fait-elle sur place? À part envoyer quelques soldats mal payés qui violent eux aussi, sans mutilation, d'accord, enfin qui violent aussi. Bon, que va-t-il se passer quand plus de personnes seront au courant? Je n'en sais rien, tu as peut-être la réponse. La visibilité de ce qui se passe là-bas et la visibilité sur le docteur Mukwege permet déjà d'assurer la sécurité du docteur parce que il a déjà été victime de plusieurs attentats et on peut espérer qu'il y ait une prise de conscience et que jusqu'à présent ce pillage a été fait loin des yeux du monde parce que personne n'a intérêt dans le pouvoir à médiatiser ça, personne. Et donc ça ne peut venir, la révolte, l'indignation ne peut venir que des citoyens. Il y a trop d'enjeux derrière. Voilà. On ne vous voit pas bien, il n'y a pas moyen d'avoir un éclairage public parce que sinon on est un peu coupé. Non. Non. On est comme les comédiens qui ne voient que le premier rang et ils ne voient pas les autres. Nous voyons le premier rang, nous imaginons vos yeux grands ouverts et vos oreilles grandes ouvertes pour écouter ce qu'on dit. Mais que peut-on dire? Quelle est la solution? Il n'y a qu'une solution, une seule. Je ne sais pas si elle est possible, c'est un changement fondamental de la gouvernance de la République démocratique du Congo. Il n'y en a pas d'autre. Nous ne pouvons pas intervenir, nous ne pouvons pas faire du Kivu un nouvel Irak. Il n'y a plus, oui, enfin, quoique le type qui a remplacé Bush, enfin, bon, qui est aux États-Unis, n'est pas terrible non plus, mais enfin, je ne crois pas qu'il va s'en mêler. C'est la seule solution. Mais cette solution consisterait, parce que 324 bandes armées, ça fait beaucoup de monde. Comment les chasser? Les chasser vers où? Les chasser comment? Les faire une guerre? On ne sait pas. Donc la solution n'est pas évidente, mais elle commencera de toute manière par, je dirais, l'assainissement du gouvernement congolais. Je suis désolé de le dire tel quel, mais ce gouvernement a besoin d'être assaini. Que va-t-il se passer à la fin de l'année quand M. Kabila, comme il a dit, quittera le pouvoir? On ne sait pas. Mais je ne vois pas comment, par quel autre moyen on peut, parce que le coltan, on a oublié de dire que le Kivu contient 80% de l'existence mondiale de ce coltan. Il y en a un petit peu au Brésil, il y en a un petit peu en Australie, c'est tout. Donc malgré tout, tant que continueront les plaquettes, les tablettes, pardon, et achetées par nos jeunes gens et achetées par les moins jeunes, moi j'en ai pas, mais bon, il y en a beaucoup qui en ont, ça continuera, forcément. Bon, est-ce que d'une manière raisonnable, suite à cet écho qu'on essaie de faire résonner, est-ce que d'une manière raisonnable, vous allez cesser d'acheter des tablettes et acheter des iPhones et des smartphones et des iPads et des trucs machin faux? Ça m'étonnerait. Bon, donc, où est la solution si ce n'est un nettoyage par le gouvernement officiel du Congo? On va être mis sur la liste noire. Tu as quelque chose à ajouter, toi qui as dessiné et vécu tout ça, enfin, de près. Oui, ben justement, enfin, je rejoins. Donc c'est que voilà, on se plaint tous les jours pour dire on ne veut plus manger d'huile de palme, on ne veut plus d'alimentation transgénique ou de choses comme ça. Ben, c'est que voilà, bon, le progrès, ok, mais pas à ce prix-là. Et donc, ben, peut-être un moyen de pression qu'on peut avoir, c'est d'exiger que acheter une tablette, ok, mais alors je veux être sûr qu'il y ait personne qui ait été violé, qu'il y ait personne qui ait été exploité, ou sinon on n'achète pas. Si, attends. Je propose, ils ne le feront pas, hein,
je propose que vous sortiez tous votre tablette de votre poche et que vous l'écrasiez sous votre pied. Je ne vois aucun mouvement dans ce sens. Mais je pense qu'il ne faut pas arrêter les avancées de technologie. Ce qu'il faut, c'est que les technologies réenchantent le monde. Et donc, je pense qu'il faut faire pression sur Apple, par exemple, pour qu'ils arrêtent d'utiliser le coltan qui a été traité en Chine et qui vient des mines de l'Est du Congo, où ce qu'on a tous les jours, c'est des gosses qui creusent, mais les galeries sont évidemment pas étayées. Et donc, tous les jours, il y a des effondrements avec 1, 2, 3 gosses dedans. Et donc, ça, c'est le début de la chaîne. Puis, en Chine, les produits sont changés, le coltan est transformé et placé dans les iPhones de Apple, je prends Apple, je pourrais prendre Samsung, hein, par des enfants qui ne gagnent rien, qui sont dans des immeubles vétustes, qui s'écroulent de temps en temps. Vous avez vu ce qui s'était passé en Inde. Et puis, après ça, la plus-value, c'est bien sûr pas, Apple ne vend bien sûr pas à ces enfants-là, les Apple qu'ils sont en train de construire, ils les vendent là où il y a un pouvoir d'achat. Et puis les bénéfices partent dans un truc offshore, enfin ça, j'en connais mieux que moi, et Apple ne paye pas d'impôts. Donc, c'est plutôt comme ça que moi je vois les choses. Je pense que l'iPhone, c'est une technologie magnifique, parce que ça pourrait mettre tous les gens en contact l'un avec l'autre. Ça permet à des grands-parents de parler à leurs petits-enfants. Ceci dit, les grands-parents, en parlant à leurs petits-enfants grâce à cet iPhone, doivent se demander aussi, est-ce que le monde dans lequel on vit, est-ce que c'est bien, est-ce que les choix qu'on fait, est-ce que les choix qui vont être faits par exemple pendant les élections, je vois que M. Dardois est ici, et c'est grâce à lui d'ailleurs que tout le monde a pu être au courant, je pense, de l'événement ici, je l'en remercie. Mais il doit aussi se demander, est-ce que les décisions politiques qui vont être prises, est-ce que c'est dans l'intérêt de mes petits-enfants? Est-ce que les choix économiques qu'on va faire, est-ce que ces choix respectent les générations futures? Si c'est oui, alors ils ont raison. Si c'est non, ben ils ont tort. Là, tu es parti dans une autre direction. Mais on peut peut-être trouver une autre solution. Est-ce que Colette Brackman est parmi nous? Non, elle n'a pas signé. Aïe, 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 sinon je l'aurais invitée à venir ici. Elle qui connaît à fond, et depuis forcément des années, la situation d'Afrique centrale, du Congo, du Rwanda et de nos anciennes colonies, pour lesquelles la Belgique a un peu de responsabilité quand même, si pas beaucoup, elle aurait pu évoquer la possibilité de trouver une solution, parce que la solution, elle est locale. Demander aux jeunes de ne plus acheter de tablettes, etc., ça ne sert strictement à rien. La solution est locale. Ou alors trouver un autre minerai qui se trouvait sous le sol de la Belgique, ça nous arrangerait bien, mais bon, à part le charbon qui est très très profond, on n'en a pas. Alors, solution, tu l'as dit. Mais justement, c'est ce que j'allais dire, mais je pense qu'effectivement, une des solutions, c'est de faire pression sur ces grands groupes industriels, c'est par là qu'il faut commencer. Mais je passe la parole à ceux ou celles ou celui qui veut la prendre, qui veut poser des questions, mais pas forcément sur ces questions géopolitiques, parce que comme Madame Brackman n'a pas pu venir ce soir, elle s'en excuse, elle passe à la télévision. On n'a pas vraiment d'autorité, certainement pas moi, et je pense qu'on ferait bien de se tourner pour parler plutôt du docteur Cadière, de ce travail humanitaire sur place.
Donc si quelqu'un a une question, je lui passe le micro. Je voudrais d'abord féliciter le docteur pour tout le travail qu'il a accompli, mais moi je me pose quand même une question. On parle d'un nombre incalculable de femmes qui ont été violées, et vous avez fait un travail remarquable pour essayer de les reconstituer, mais je me demande s'il n'y a pas plus d'enfants encore qui sont morts, qui meurent aujourd'hui dans les mines de coltan. Je crois que ça, c'est beaucoup plus grave. Oui. Alors, l'histoire, c'est que donc moi, je pars pour me mettre à la disposition du docteur Mukwege et je fais ce que je sais faire. Je ne sais pas aller ressusciter des enfants qui sont tombés dans des éboulis. Ça, c'est... Donc, moi, vous savez, quand je vais là-bas, j'ai un job description. Denis Mukwege me dit, voilà, tu vas opérer un tel, et tu as une semaine pour faire ça avec ton équipe. Donc, c'est sûr que les enfants qui meurent dans les mines, c'est le summum de l'horreur, hein, parce que la place des enfants, c'est dans une école. Et tous les enfants devraient pouvoir aller à l'école. Et donc, là, ça n'existe pas. Moi, je voudrais quand même aussi remercier Jean et Christophe, parce que Jean, finalement, c'est donc lors d'un repas, je lui ai parlé de la situation qu'il y avait au Kivu. Je lui ai expliqué, et je vous répète, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis dit, waouh, si Jean, le pape de la bande dessinée, allait écrire quelque chose, ça allait donner une caisse de résonance. Bon, il aurait pu terminer la soirée en disant oui, bien sûr, et puis rentrer chez lui, et puis voilà, ça aurait été une demande sans suite. Et en fait, il a été quand même vraiment chouette. C'est-à-dire qu'il m'a recontacté avec son épouse. Ils ont dit que voilà, c'était effectivement quelque chose qu'il devait faire. Mais là, il ne voulait pas faire l'oncle Paul. Et donc, il a inventé une fiction. Et puis, j'ai vu un enthousiasme de plus en plus grand pour défendre cette cause. Et donc, chacun fait ce qu'il peut. Et vous avez raison, monsieur, de dire que c'est juste horrible, ces gosses qui meurent mais chacun a des compétences et chacun doit essayer de les mettre au service du bien. Parce qu'on peut commencer à reparler des choses bien et mal. Et nous, on est dans une dérive maintenant de la performance, de l'isolement, de l'absence de solidarité. Et si vous voulez savoir vers quoi on tend, eh ben allez là-bas. Voilà la barbarie qui nous attend si nous tous, nous ne réagissons pas. J'ai encore une question ici. Oui, c'est une question naïve. Est-ce qu'il n'y a pas de tentative d'anti-lavage de cerveau pour empêcher ces hommes de violer? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui a été tenté pour... Mais qu'est-ce que vous avez dans le ciboulot, quoi? Madame, est-ce que vous imaginez une centaine de psychanalystes se répandant dans le Kivu? Non, ça nous échappe complètement. Il ne faut pas des psychanalystes, mais... Est-ce qu'il y a eu des pour éviter le lavage de cerveau, oui, à mon avis, oui. Mais je ne vois pas très... On ne circule plus dans ce pays, madame. On ne circule plus. Et je vais vous dire pourquoi aussi j'ai accepté cette proposition. En 1959, donc un an avant l'indépendance, j'ai eu l'occasion, j'ai fait un voyage en autostop de Bruxelles jusqu'au Kivu, c'était pas mal.
où mes oncles plantaient des légumes. J'ai découvert un pays superbe. Superbe. C'est un des plus beaux pays, une des plus belles régions d'Afrique centrale. Des collines à 1500 mètres d'altitude en moyenne, sous l'équateur, 25 degrés toute l'année. C'est vert, c'est une agriculture légère, un élevage léger, avec l'ethnie locale, les Bachis, qui étaient gentils, marrants, un peu paresseux, mais à peine, mais vraiment sympathiques. Et tout à coup, j'ignorais tout sur ce qui passait au Kivu, je l'ignorais complètement, et j'apprends que ce paradis est devenu un enfer. Forcément, je voulais m'engager là-dedans, et en ayant trouvé le moyen, comme l'explique Guibert Cadière, d'utiliser la fiction pour faire passer le message, je me suis pris vraiment, et je resterai accroché maintenant et tout le temps jusqu'à cette cause qui consisterait à éviter que ça se prolonge, mais je ne vois pas très bien comment. Bien, je ne crois pas que nous ayons la solution locale, parce que je crois que le problème dépasse la République démocratique. Je crois que le Burundi n'est pas mieux situé, et trouver une solution là-bas, ce ne sera pas demain. Moi, j'ai une question beaucoup plus pragmatique. Dans une zone où on organise le chaos, comment une institution comme celle qui a été mise en place parvient-elle, à se financer? Parce que c'est quand même extraordinaire, non seulement d'avoir les moyens de soigner les gens, mais aussi d'essayer de monter quelque chose par après. Et comment peut-elle se maintenir, finalement, par rapport à, je veux dire, l'animosité, puisque j'ai entendu qu'il y avait eu fréquemment des tentatives d'assassinat. Comment font-ils pour se maintenir, se financer et s'organiser? Oui, évidemment, c'est une bonne question. Donc, l'hôpital reçoit des subsides. C'est un des 592 hôpitaux maintenant de référence au Congo. Et il est victime, effectivement, d'harcèlement, ne fût-ce qu'administratif. C'est le seul centre de référence qui doit payer des taxes sur les 592. Alors, donc, il est harcelé un petit peu. Il a des subsides de la Suède, notamment du milieu protestant en Suède, qui envoie des grosses sommes d'argent. Il faut 2 millions de dollars pour le fonctionnement de l'hôpital, ce qui n'est pas grand-chose d'ailleurs. Ici, les hôpitaux, c'est beaucoup plus. Et donc, le problème, c'est que la plupart des patients qui arrivent là sont complètement indigents. Donc, il y a quelques patients qui peuvent régler leurs notes, mais évidemment, ça ne couvre pas les frais. Donc, c'est essentiellement les subsides. Et comment est-ce qu'on peut continuer à travailler là, alors que c'est le chaos et que régulièrement, il y a des affrontements entre la police et la population? Eh bien, l'hôpital est entièrement entouré de barbelés et est gardé par l'armée de l'ONU, la MONUSCO, donc avec des militaires. Et le docteur Mukwege ne vit plus évidemment en ville, il vit dans une maison au milieu de l'hôpital, entouré lui-même de barbelés. Et alors les interventions, quand on termine trop tard, on a 2 gardes de corps dans chaque bloc opératoire. Oui, bonjour. Contrairement à ce qu'a dit Jean Van Am, je ne pense pas que le problème soit local, mais au contraire, il est global. Et je ne veux pas jouer ma petite communiste là, mais je pense que tant qu'on vit dans une société où l'homme exploite l'homme, on en sera toujours là. Alors, il y a des gens merveilleux, vous, d'autres personnes qui luttent contre la pauvreté, qui luttent pour que les personnes handicapées soient mieux, vivent mieux. Il y a des tas de gens qui font des choses formidables, mais ce sont chaque fois, pardonnez-moi, des rustines. C'est affreux de dire ça, mais quelque part, c'est ça. Donc, tant qu'on vivra dans une société comme ça, productiviste,
qui pratiquent un capitalisme sauvage, on ne s'en sortira pas. Et c'est pas en désignant 2-3 coupables là, éminemment coupables, hein, mais qu'on trouvera la solution. C'est pas du communisme hein, de dire ça. Je veux dire, c'est pas marxiste-léniniste hein, de dire ça. Je veux dire, c'est quand même complètement fou qu'il y ait sur cette planète 1% qui décide de tout, et nous on fait partie des 99% autres, et nous ne sommes absolument pas dans un régime démocratique. Nous avons des lois à suivre, et toutes les lois qui sont faites, ces gens-là n'en respectent aucune, et d'une manière officielle, et au nom du réalisme. Et ce réalisme nous emmène droit au mur. Donc moi ça me fait râler ces gens qui disent vous êtes gentils, mais allez, je sais pas moi, on devrait arrêter le glyphosate hier. On le prolonge parce qu'il y a des lobbyistes partout, et puis alors on dit oui mais les agriculteurs, etc., il faut être réaliste. Il faut être réaliste, mais enfin, moi ce que je veux c'est que mes petits-enfants n'aient pas un nez qui se trouve à la droite de leur visage, quoi. Donc, donc vous avez parfaitement raison, et je crois que nous devons, nous les citoyens, nous indigner, avoir une solidarité, recréer la solidarité, et arrêter d'être dans ce milieu performant. Moi, je voulais rassurer M. Van Damme, parce qu'au départ, il se posait la question de savoir si aborder ce récit d'une manière fictionnelle ou romanesque était intéressant. C'était très intéressant, je pense que vous avez atteint votre objectif, parce que ça a permis de voir les choses d'une autre manière dans un public plus large, et en plus ce n'est pas abordé d'une manière manichéenne à la manière des comics ou d'autres qui seront encore plus fictionnels. Alors, je voulais poser une question aux deux artistes. Vous avez beaucoup écrit sur des histoires d'espionnage, ou bien sur la Rome antique ou Sparte, pour Simon. Est-ce que le fait de participer à une œuvre humanitaire comme celle-là, quelque part, même si ça ne dit pas vraiment clairement son nom, en quoi cela vous a changé? Il est un peu traumatisé, mais bon, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout du traumatisme et du changement qui a pu s'opérer en vous. Et la deuxième question, je la poserai à Guy Bernard, parce que j'ai vu que dans la BD, il y a tout un moment où on aborde l'histoire de l'Inquisition, du Moyen-Âge, des horreurs qui ont été commises à ce moment-là. Ils n'ont rien à envier à celles qui sont commises dans la région du Kivu actuellement. C'est une manière d'aborder aussi les choses pour montrer qu'il n'y a pas d'un côté des bons et des mauvais, mais que cette tendance lourde, comme vient de souligner la camarade d'ici, je ne suis pas un rouge non plus, vous êtes tout un peu, permet de voir en fait qu'il y a une lourde pression qui est là et qu'il y a une mondialisation qui est là, et peut-être qu'il y a une africanisation du monde qui est en train de se faire, que des conditions qui sont en train d'être vécues là-bas risquent d'arriver ici par d'autres manières, par d'autres méthodes, petit à petit, subrepticement. Voilà, c'était des remarques que je voulais faire et vous poser les questions en même temps. Pourriez-vous reformuler la première question brièvement pour le dessinateur et brièvement pour le docteur Cadière, parce que... Voilà, alors, M. Simon, vous avez été traumatisé. Est-ce que ça vous a changé par rapport à votre manière de dessiner et de faire les autres histoires que vous avez faites auparavant? On répond à celle-là d'abord. Alors, si ça m'a changé, oui, bien sûr. On ne revient pas indemne d'une aventure comme ça. Ça m'a changé aussi parce que juste avant de faire cet album, j'avais fait un album sur une adaptation d'une nouvelle de Jean Van Damme, qui était un Corentin Feldoé, qui était la bande dessinée qui m'avait donné l'envie de faire ce métier. Donc, c'était quelque chose de tout à fait égoïste. Je m'étais fait plaisir. Et ici, avec Kivu, ben, ça a été de me dire qu'avec le dessin, on pouvait faire quelque chose d'utile. Donc faire découvrir une réalité dont on ne parle pas. Et puis sans doute, dans mon travail, avant j'essayais de faire des dessins qui étaient juste beaux.
ici, j'ai découvert l'émotion. Et la deuxième question pour le docteur Cadière, brièvement, s'il vous plaît. Oui, j'ai été directeur dans des multinationales, c'est pas pour rien que j'ai démissionné aussi. Donc souvent, quand on aborde les problèmes du Kivu ou d'autres problèmes ailleurs qui se posent dans le monde, on l'aborde par le biais de la culture. Voilà. C'est parce qu'ils sont culturellement comme ça qu'ils agissent de cette manière-là. Et que le christianisme, le colonialisme ne les a pas changés d'une certaine manière. Et vous, dans le texte, je trouvais que vous abordez d'une certaine manière ce problème qui est général, qui est récurrent et qu'on pensait définitivement enterré. Et donc la question, c'est de savoir comment faire comprendre aux gens que les aspects qui sont en jeu sont plus économiques que culturels, plus financiers que culturels même, je dirais. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien posé ma question. Mais... Très bonne question. Mais en fait, non mais je vais peut-être pas bien répondre à la question. Au fond, la question de la religion, c'est très important quand même, malgré tout. Les hommes ont fait au nom de la religion des choses absolument hallucinantes. Et le problème de la religion, c'est que finalement, si vous avez un Dieu que vous estimez qui vous protège, pourquoi pas. Et si vous estimez que c'est ça la perfection et que ça vous rend meilleur, formidable. Le problème, c'est si vous pensez que Dieu vous protège, donc j'ai pas de problème. Si vous pensez que vous devez protéger votre Dieu en criant à la Akbar et en tirant à la K-47 ou en faisant des croisades, alors là commencent les problèmes. Et donc l'aspect religieux et culturel, si est-ce qu'on peut considérer que l'emprise de la religion sur la culture est telle? Oui, dans certains pays, d'accord. Mais ici, effectivement, le problème est essentiellement économique. Et donc, quand on parle de psychanalyste pour le problème des viols, oui, mais le viol, c'est pas une pulsion. Il ne faut pas psychanalyser la personne qui viole. La personne qui viole, elle viole comme un soldat qui utilise son viol comme arme de guerre. Donc ils veulent battre les autres, occuper les territoires pour des raisons économiques. Bon, donc il y a un aspect économique, je ne crois pas qu'il y ait un aspect culturel, mais je ne suis pas sûr d'avoir répondu à votre question. Oui. Je voudrais justement rebondir sur la question de la religion en vous posant la question suivante. Comment est-ce qu'on gère les grossesses non voulues pour lesquelles certaines femmes, avec raison, souhaitent une interruption de grossesse? Alors ça, c'est une excellente question, parce que vous êtes pour une interruption de grossesse si l'ennemi a violé quelqu'un, violé une femme, elle tombe enceinte et elle n'a pas envie d'avoir son enfant. Donc, et ici en Belgique, vous diriez, on va faire l'avortement, vous allez dans une clinique et tout se passe bien. L'avortement, déjà, là-bas, c'est à la lame Gillette et une personne sur deux meurt d'un avortement. Il faut y aller et ce n'est pas l'objet. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, culturellement, les gens sont croyants et ne sont donc pas pour l'avortement. Et donc, au total, par exemple, Denis Mukwege, qui est pasteur, protestant, lui donne la pilule du lendemain. Et après, les messages sont compliqués parce que vous devez vous exprimer par rapport à des gens qui n'ont pas nécessairement l'éducation, qui ne voient pas la finesse de... Alors, s'il y a un message à envoyer, et c'est ce que fait Denis,
c'est être pour l'amour et être pour la vie. Hein, et alors là, on ne va pas me prendre pour un communiste, mais pour un catho, mais il faut repenser à ces valeurs-là. L'amour, aider les autres, c'est quelque chose qu'on a complètement perdu. Et donc, Denis, quand il prêche, il ne parle pas de l'avortement. Il parle du principe de respecter la vie et de l'amour. Bon. Voyez-vous, il n'a pas un auditoire qui a nécessairement votre background culturel, votre éducation, et qui peut saisir la nuance d'un avortement tout en respectant la vie. J'ai encore une question ici dans le fond. Et je propose que après... On vous entend mal. Ah, pourtant j'ai le micro. J'ai encore une question dans le fond et je voudrais savoir si nos intervenants sont d'accord de prendre encore plusieurs questions, parce qu'on peut en parler toute la nuit, bien sûr. Donc, je vais passer le micro à monsieur, et puis après, il faudra me dire encore à combien de questions vous voulez répondre. Ce sera la dernière question. Il est dessus. Eh oui. J'ai de la chance, alors bonsoir. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre bande dessinée qui est vraiment une belle réussite. Et j'étais vraiment surpris d'y lire, d'y découvrir que ce sont les anciens génocidaires Hutus qui maîtrisent le commerce du coltan au Kivu et qui vendraient ça au gouvernement rwandais, au FPR. Comment est-ce que de tels ennemis peuvent se retrouver à faire du commerce ensemble? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez pu avoir des échos un petit peu de comment se passe ce lien? Comment ça... Voilà, merci. Je crois que Guibert Cadière est mieux qualifié que moi pour répondre à la question, mais peut-être tu n'as pas envie de répondre à la question. Je pense que la bande dessinée réalisée par Jean et par Christophe, alors que c'est une fiction, sont un bon reflet de situations absurdes. Et donc, oui, au moment où il y a cette collusion, il y a entre les Interahamwe et le pouvoir rwandais, par des intermédiaires, il y a effectivement le coltan qui vient notamment au Rwanda, mais en fait, ce n'est pas le seul pays, il y a l'Ouganda et d'autres. Et le Rwanda est dans une logique de marché. Recevoir du coltan et pouvoir l'exporter, c'est fantastique pour pouvoir développer un pays. Et bon, le développement du Rwanda est spectaculaire, ce qui veut dire aussi qu'il y a des mutuelles là-bas, etc., etc. Mais oui, donc effectivement, il y a une connexion difficilement explicable, comme c'est difficile d'expliquer qu'un policier ou deux policiers viennent voler dans votre maison et ainsi de suite. On est dans une totale impunité, on n'est plus dans un état de droit, il n'y a plus de justice, il n'y a plus d'organisation, et donc on est dans une barbarie absolue où des gens qui sont ennemis la veille deviennent, pour des raisons opportunistes et objectives du jour, des associés, sans aucun état d'âme. Mais Fred, probablement qu'il y a quand même encore des questions sur la bande dessinée. Pour les moins jeunes d'entre nous, souvenez-vous du trafic de beurre entre les Pays-Bas et la Belgique? Non. Mais non, j'ai dit les moins jeunes. Mais tu es beaucoup trop jeune pour se souvenir de ça. Bon, encore combien de questions alors? Sur la bande dessinée. Bonsoir. Au moins 3. Voilà, en fait, moi, c'est pas vraiment une question, c'est pour compléter plutôt une réponse que vous avez faite à un monsieur qui parlait des financements. Et parlait surtout de... Parce que moi, j'ai travaillé pour Médecins du Monde. On s'est d'ailleurs croisé en 2016. J'ai eu la chance de travailler à l'hôpital avec l'équipe qui organise le service des violences sexuelles, SVS, à Panzi. Et donc, par rapport au financement, vous avez mentionné la Suède. Je voulais peut-être aussi compléter en parlant de l'Union européenne et ECHO, qui finance depuis plusieurs années le programme justement de SVS à Panzi.
Et puis évidemment, il y a aussi plein d'autres associations et ONG américaines et beaucoup d'autres. En partenariat avec la Fondation Panzi, qui est aussi une très grosse appui et en aide qui vient à l'hôpital pour tout ce qui est des autres activités qui ne sont pas médicales en termes de la prise en charge holistique, telle que vous l'avez mentionné dans le PowerPoint. Et donc voilà, c'était pour un peu compléter, si je peux me permettre. Vous avez parfaitement raison, et Médecins du Monde finance entièrement la prise en charge, justement, holistique des survivantes de violences sexuelles. Et Soulage ainsi. C'est ça, on met en œuvre le programme de l'Union européenne. Oui, oui. Et donc je disais simplement que le fonctionnement de l'hôpital, un des gros sponsors reste quand même la Suède. Oui, oui. Depuis très longtemps. Mais vous avez parfaitement raison qu'il y a d'autres ONG je suis désolé de ne pas être rentré dans les détails, mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'associations qui viennent nous aider. Encore une question ici. Oui, je voudrais revenir à la bande dessinée parce que je pense que c'était un peu votre intention de trouver un nouveau support et des nouveaux moyens en tous les cas. Et dans ce sens-là, je vous remercie de mettre votre œuvre créative tous les deux pour la cause humanitaire. J'ai des questions par rapport à la diffusion de cette bande dessinée que je n'ai pas encore lue. Donc d'abord, est-ce qu'elle s'adresse à un large public et aux enfants? Et ma question, c'est aussi la diffusion là-bas sur place. Parce que je pense aussi que, voilà, un pays, c'est aussi une question d'éducation, c'est aussi une question de pouvoir éveiller les consciences. Or, j'imagine qu'il y a des jeunes là-bas et des enfants qui vivent évidemment et qui subissent ce genre de situation. Et donc, est-ce que c'est envisageable que là-bas, il y ait une diffusion de votre travail? On n'en a pas encore discuté de la diffusion éventuellement au Congo, mais nous avons dans l'assistance la directrice générale des éditions du Lombard et le directeur éditorial des éditions du Lombard. C'est à eux à répondre à la question de la diffusion. Je ne sais pas s'ils sont encore là ou ils se sont enfuis depuis le début. Mais maintenant, serait-ce sage de diffuser cette bande dessinée au Congo? Je n'en sais rien, je ne sais pas du tout s'ils ont des agents, des diffuseurs sur place. Oui, Jean, nous avons. Alors, la directrice générale répond? Oui, ça y est, je te réponds. Oui, on a des services de grand export qui s'occupent de tous ces territoires-là, tous les territoires francophones. Nous sommes diffusés. Maintenant, au Congo précisément, je ne suis pas très sûre, donc je vais référer, surtout sur une BD comme celle-là. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on diffuse au Congo? Pardon? Ben oui, parce que sa tête aussi est mise à prix. Hein? Oui, mais c'est peut-être pas pressé de le faire. C'est bientôt la nôtre. Riez, riez. Je propose qu'on attaque une dernière question et puis qu'on arrête. On ne vous a pas donné vraiment une réponse, madame. Mais c'est destiné, je dirais, c'est destiné à tous ceux qui ont suffisamment d'âge et de conscience pour comprendre ce qui se passe. Ça peut être un adolescent. Je ne crois pas que ce soit destiné à des enfants de 10 ans, bien entendu. Je crois que c'est destiné à tous ceux qui ont l'envie, parce qu'on a quand même eu pas mal de presse qui a expliqué de quoi il s'agissait, à tous ceux qui ont envie de se conscientiser sur un problème, un phénomène atroce dont on parle très peu. Voilà, bon, merci beaucoup. Moi, je suis au courant de ces histoires depuis quelques années parce que je travaille dans le milieu du recyclage de matériel informatique. Et donc, moi, je pense, et je trouve, enfin, je suis devant une admiration profonde de ce que vous faites, monsieur Hubert, mais il y a peut-être un volet qui n'est pas exploré, qui,
pourrait peut-être faire un peu pression sur... En fait, il faut faire pression. Il faut trouver une solution. On peut voir toutes les horreurs et vous faites ce que vous pouvez pour améliorer la situation. Mais ce qu'il faudrait, c'est trouver une solution pour éradiquer ce genre de groupe. Comme je vous l'ai dit, la solution ne peut venir que du gouvernement dans un premier plan. Je pense que du côté européen, il y a quelque chose à faire par rapport... On peut mettre de la pression sur les manufacturiers parce que tous ces métaux se retrouvent dans les circuits imprimés de matériel électronique. Ça, c'est la finalité de l'usage. Donc, dans tout le matériel électro, il y a une infime partie de ce minerai. Alors, il y a une politique de recyclage via Récupel, comme tout le monde le sait ici en Belgique, mais il faudrait peut-être y aller un peu plus. Maintenant, je me doute bien que les quantités récoltées après raffinage des circuits imprimés sont infimes par rapport à la demande mondiale. Donc, évidemment, il y aura toujours de l'exploitation, mais c'est peut-être une piste pour mettre plus de pression. Je crois que vous n'avez pas très bien compris le trajet que suit le coltan. Il va du Kivu au Rwanda. Du Rwanda, il va en Malaisie et en Chine. Les multinationales achètent le coltan en Malaisie et en Chine, c'est-à-dire des pays qui ont les mains propres. Ils achètent dans des pays qui n'ont pas de sang sur les mains. Donc la pression dont vous parlez est absolument impossible d'être rendue efficace. Pardon, monsieur Vanham, c'est par rapport donc en fin de vie, les appareils finis qui reviennent en Europe. Nous consommons ces produits et après, c'est fin de vie, c'est du matériel en fin de vie. Mais écoutez, expliquez à vos adolescents de ne pas acheter tous les 2 ans le dernier machin faune. Je vous propose à tous, pour ceux que ça intéresserait, de faire, en toute amitié, de repartir avec, pour ceux qui veulent, un petit souvenir, une petite signature dans leur bouquin, et que nous finissions cette conférence par de vrais applaudissements.